Moi aussi, je voudrais commencer par remercier la Fondation d'Auschwitz de me permettre de présenter mon travail qui porte sur la résistance juive dans les centres de mise à mort. Donc, la résistance juive contre la politique génocidaire nazie est un thème qui est très peu abordé dans l'historiographie française, allemande et anglaise de la Shoah. Déjà, quand il est question des camps de Chelmno, Belzec, Sobibor et Treblinka en général, les chercheurs universitaires francophones se limitent souvent à encadrer la publication de sources historiques par une préface. Le plus souvent, c'est la publication d'un témoignage de survivants. Parfois, il peut s'agir aussi d'un ensemble de documents, comme le dossier d'instruction judiciaire de Hermann Höfle. Hermann Höfle était l'un des responsables locaux de l'opération Reinhard. Donc, les travaux sur les centres de mise à mort sont fragmentaires et on ne peut pas non plus parler de l'existence d'un véritable débat entre historiens, puisque sur un sujet donné, nous ne disposons pas d'études différentes qui reposent sur l'analyse des mêmes fonds d'archives. L'histoire des centres de mise à mort est, en d'autres termes, pratiquement abandonnée aux cercles négationnistes qui, eux, s'intéressent à ces sites. Les travaux de référence sur les centres de mise à mort demeurent toujours le livre de Shmuel Krakowski pour Chelmno et Yitzhak Arad pour ce qui est des camps de l'opération Reinhard. Ces deux auteurs israéliens sont des historiens témoins. Ils ont eux-mêmes survécu au génocide avant de choisir de faire l'histoire de ce génocide. Donc, Shmuel Krakowski est un rescapé d'Auschwitz, tandis que Yitzhak Arad a combattu au rang des partisans. Les travaux de ces deux historiens témoins abordent à la fois la politique génocidaire et la résistance juive. C'est un choix plutôt exceptionnel, puisque les chercheurs de la Shoah sont divisés en deux groupes. Donc, il y a les historiens de la solution finale et il y a les historiens de la mémoire du génocide. Donc, mon exposé, qui est tiré d'une thèse de doctorat en histoire, s'inscrit dans le cadre des travaux de Shmuel Krakowski et de Yitzhak Arad. Et j'ai travaillé aussi sur les études de chercheurs indépendants, de chercheurs qui ne sont rattachés à aucune institution judiciaire. En effet, on trouve très peu d'historiens universitaires, mais plutôt des historiens indépendants, ce qui est donc une caractéristique marquante de cette historiographie. Et il y a aussi des ouvrages qui ont paru pendant les deux premières décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, et on a pratiquement oublié ces ouvrages. Je pense notamment à l'étude de Reinhard Henkis. On peut traduire le titre de son livre comme Les crimes nationaux-socialistes, histoire et procès. C'est un ouvrage paru en 1964 à Stuttgart et c'est un ouvrage qui suit plutôt une approche judiciaire. Pourquoi les historiens ont-ils plutôt montré une réticence à centrer leurs études sur les camps de Chelmno, Belzec, Sobibor et Treblinka en général et sur le thème de la résistance juive en particulier? Donc, il y a deux arguments. Les centres de mise à mort ont été considérés pendant longtemps comme des lieux ahistoriques, situés en dehors de la portée de toute étude historique. Aussi, les chercheurs se sont-ils souvent posé la question suivante: que pourrait-on bien dire sur des sites qui ont été construits pour un seul et unique objectif, celui d'assassiner en masse des hommes, des enfants et des enfants très majoritairement juifs? Dans cette perspective, Arno J. Meyer, un professeur d'histoire émérite de l'Université de Princeton, a présenté les 4 centres de mise à mort comme un théâtre dépourvu de scène, donc un lieu sans événement particulier,
où l'on ne pourrait identifier ni les exécuteurs de la politique génocidaire, ni les victimes présentées comme une masse anonyme. Et deuxième argument, un nombre non négligeable d'historiens a estimé encore qu'il était impossible de faire l'histoire de Chelmno, Belzec, Sobibor et Treblinka, tout simplement parce qu'il n'y aurait pas d'archives ou de témoins. Est-il vraiment impossible d'écrire l'histoire des centres de mise à mort faute d'absence de sources? En fait, 2 fonds d'archives m'ont permis de trouver des traces concrètes sur ces sites. Le premier fonds est issu des enquêtes judiciaires ouest-allemandes de la Zentralstelle de Ludwigsburg, l'Office central de Ludwigsburg. C'est une institution judiciaire fondée en 1958 par la République fédérale allemande. Sa tâche principale consistait à conduire l'étape des enquêtes préliminaires des crimes nazis. Et ce fonds réunit, entre autres documents, les procès-verbaux d'interrogatoire des membres des SS Sonderkommando, les dépositions de témoins polonais, ukrainiens ou allemands qui ont habité aux proximités des centres de mise à mort et le témoignage des survivants. Donc, les archives de Ludwigsburg incluent aussi des documents judiciaires d'importance capitale, comme par exemple la traduction allemande des rapports rédigés par des magistrats polonais sur les inspections que ceux-ci avaient réalisées dès la fin de l'occupation nazie sur les sites abandonnés des centres de mise à mort. Malgré la richesse des données contenues dans ces dossiers d'enquête préliminaire, les sources judiciaires présentent toutefois un petit inconvénient. Les juges d'instruction conduisant les enquêtes poursuivent avant tout l'objectif de prouver l'implication individuelle des suspects dans les crimes nazis. Quand ils se trouvent face à un exécuteur, un témoin ou un survivant, ils s'intéressent à des points précis. Et ils ne s'intéressent pas vraiment à la résistance juive en soi, en général. Donc, ils essaient de déterminer le degré de l'implication du suspect. Et donc, ils ne tentent pas de trouver des traces pour reconstituer une histoire de ces lieux, ce qui n'est pas d'ailleurs leur tâche. Le deuxième fonds, donc il faut compléter les archives judiciaires, et le deuxième fonds sur lequel j'ai travaillé, c'est la Urban-Literatur, donc la littérature yiddish de la destruction, qui inclut des témoignages de survivants, des enquêtes journalistiques sur les crimes nazis. Il y a des œuvres littéraires et on voit aussi les premiers travaux historiques sur les camps. Donc sur la base des données recueillies de ces fonds d'archives, on peut constater que les centres de mise à mort sont des espaces dynamiques. Leur topographie change au fur et à mesure que la politique génocidaire nazie évolue. Le quotidien sur un tel site ne se résume pas non plus à l'arrivée des convois de victimes et au départ des wagons vides. Abraham Goldfarb, un survivant de Treblinka, a notamment souligné ce point en 1960 pendant son audition par la police israélienne à Petah Tikva. Donc, je le cite, il dit « Chaque jour dans le camp de Treblinka constituait un chapitre de l'histoire de l'annihilation du peuple juif. Je ne suis pas capable de restituer tout ce que j'ai vu à cette époque, car je devrais témoigner de chaque seconde dans le camp. À Treblinka, il n'y avait pas une seule seconde sans événement. Je vais pour cette raison me limiter aux cas qui me sont le plus gravés dans la mémoire. » Donc, c'est une citation qui contredit la version du théâtre dépourvu de scène. Et l'ensemble de ces sources nous permettent surtout de montrer clairement qu'on peut mettre un nom au visage anonyme des Arbeitsjuden ou qu'on peut identifier les exécuteurs. Que pouvons-nous dire sur la résistance juive à partir de ces sources fragmentaires ? Autrefois, on se posait les questions suivantes. Comment un SS Sonderkommando composé environ d'une trentaine de membres
a pu assassiner des milliers de Juifs à l'aide d'une équipe auxiliaire composée de 150 à 200 membres. Et pourquoi ces milliers de Juifs ne se sont-ils pas opposés aux nazis? Donc, ce sont des questions qu'on pouvait trouver dans différentes catégories de sources. Je veux citer quelques exemples. Un premier rapport élaboré par la résistance polonaise en février 1943, donc à une époque où le camp de Treblinka fonctionnait toujours, mentionne ces questions. Un juge d'instruction ouest-allemande, qui s'appelle Dietrich Zeug, qui a enquêté, qui a conduit l'enquête préliminaire sur l'opération Reinhard à Ludwigsburg, écrit avec un grand étonnement comment ce massacre, donc ces opérations de gazage ont été possibles avec si peu d'hommes. Et même un ancien policier du Wachkommando de Helmno, de l'équipe de garde de Helmno, est allé jusqu'à affirmer devant un juge d'instruction que les déportés juifs, s'ils l'avaient voulu, ils auraient pu combattre les Allemands. Donc, pour dire que le SS Sonderkommando Kulmhof n'avait pas vraiment besoin de faire usage de la violence pour donc à Helmno. Aujourd'hui, on accepte certes qu'il y avait une résistance juive dans les ghettos et dans les camps nazis, mais on ne peut pas vraiment dire qu'on connaît l'histoire de la résistance juive. Les historiens ont tendance à aborder ce thème en se basant seulement sur une partie des sources réellement disponibles. De surcroît, quand on lit l'historiographie de la Shoah, la résistance juive dans les centres de mise à mort y est présentée très souvent comme un acte de désespoir de dernière minute et non pas comme un projet organisé. Quand on compare les traces fragmentaires de la résistance juive dans les 4 sites, on peut remarquer les points suivants. La première réaction d'un déporté qui vient d'être intégré dans une équipe d'Arbeitsjuden est le désespoir. Le recours au suicide figure également parmi les premières réactions des détenus juifs. Ensuite, les sources orales, qu'il s'agisse d'interrogatoires d'anciens membres de SS Sonderkommando, de témoignages de survivants ou de dépositions de témoins, donc tous mentionnent l'existence d'actes de résistance spontanée. Et donc, un acte de résistance spontanée est selon Philipp Friedman, qui est l'un des premiers historiens de la Shoah, Yiddishophone. Donc, selon lui, un acte de résistance spontanée, ce sont les différents comportements de déportés ou d'Arbeitsjuden qui s'opposent à la volonté des nazis. Donc, on peut citer le sabotage de la politique génocidaire nazie, l'attaque contre un membre du SS Sonderkommando ou tout simplement le refus d'exécuter un ordre quelconque. De tels actes ne reposent souvent sur aucun plan préalable. Ils ne peuvent pas influer sur le cours de l'histoire. La politique génocidaire n'est pas interrompue après un acte de résistance spontanée. Et très souvent, nous ne connaissons même pas le nom des auteurs de ces actes. Quand nous trouvons la trace d'un tel acte, nous connaissons uniquement la fin des auteurs. Donc, tous ont été immédiatement tués. Et comme l'a écrit à juste titre Georges Wellers en 1949 au sujet de la résistance juive en général, il y a dans l'histoire de la Shoah, en effet, donc, de nombreux actes de courage et de bravoure dont les auteurs resteront à jamais inconnus. Et je voudrais citer un exemple, celui de Meyer Berliner, qui a attaqué le SS Unterscharführer Max Biala en septembre 1942 à Treblinka. Donc, comme il s'agit d'un acte commis par un Arbeitsjude, nous connaissons le nom de Berliner. C'est un juif de nationalité argentine qui se trouvait à Varsovie au début de la guerre. Il a attaqué Max Biala pendant un appel alors que cet exécuteur sélectionnait des Arbeitsjuden, soit pour les tuer, soit pour les affecter dans la zone des chambres à gaz. Il existe des versions différentes sur ce point. Max Biala meurt de sa blessure par couteau pendant son transport vers un hôpital militaire mieux équipé. Le SS Sonderkommando non seulement assassine Berliner, mais il fusille également une centaine d'Arbeitsjuden, conformément au principe de responsabilité collective. Et c'est toujours le cas
quand le SS-Sonderkommando se trouve face à un acte de résistance, peu importe que cet acte ait réussi ou non. Donc, les autres membres subissent une punition. Donc, il y a toujours un massacre. Mais malgré ce principe de responsabilité collective, nous voyons toujours dans les sources fragmentaires la trace du réflexe, d'un premier réflexe de résistance. Donc, on voit la trace d'actes de résistance spontanés. Les détenus juifs parviennent également à retisser un lien avec la vie grâce à la solidarité qui existe au sein de l'équipe des Arbeitsjuden. Richard Glaser, un rescapé de Treblinka, explique à ce sujet qu'il était impossible pour un détenu juif de survivre seul dans un centre de mise à mort. La situation est un peu différente des camps de concentration. Il fallait faire partie d'un groupe de 2, 3 personnes ou plus, car il était important de s'aider mutuellement dans le camp à propos de la nourriture. De même, quand un détenu tombait malade, il fallait le cacher et s'occuper de lui. Une seule catégorie était exclue de ce réseau, les membres de la police juive des ghettos. Richard Glaser raconte dans la même déposition que les capots à Treblinka s'arrangeaient pour que ces policiers reçoivent dans le camp les travaux les plus pénibles. Les autres détenus leur faisaient également sentir ouvertement qu'ils n'étaient pas bien vus par l'ensemble de l'équipe. Et de fait, les membres de la police juive choisissaient souvent le suicide. Donc, ils ne survivaient pas très longtemps dans le centre de mise à mort. Les Arbeitsjuden s'accrochent donc à la vie. Cependant, il convient de souligner que la volonté de résistance d'un Arbeitsjude s'éteignait immédiatement lorsqu'il rencontrait dans le centre de mise à mort ses proches. Face à cette situation, le détenu concerné ne pense qu'à mourir. Michael Podklepnik, un rescapé de Chelmno, le raconte au début de Shoah, le film de Claude Lanzmann. Alors qu'il est chargé au site de la forêt de Chelmno de retirer les victimes assassinées des camions à gaz, il remarque sa femme, son fils de 7 ans et sa fille de 5 ans. Et il demande immédiatement à un SS d'être fusillé. Au lieu de le tuer, le SS lui donne un coup et lui demande de poursuivre son travail. Le soir de cette journée épouvantable, Michael Podklepnik n'a toujours pas renoncé à se suicider, mais ses camarades le soutiennent et réussissent finalement à le convaincre de rester en vie. Ils lui disent qu'il peut toujours choisir le suicide, mais en restant en vie, il peut peut-être trouver une possibilité de s'enfuir et de se venger. Bien sûr, la vengeance, c'est plutôt le fait de rechercher la justice et de parler du centre de mise à mort de Chelmno. Ce n'est pas une vengeance au sens strict du terme. Sinon, l'idée de révolte est précédée par des tentatives de fuite. Les Arbeitsjuden pensent de plus en plus à la fuite individuelle ou à une fuite entreprise avec un groupe restreint. En 1942, leur objectif est encore d'avertir les communautés juives de l'intention des nazis. Ils pensent également que le monde libre n'est pas au courant de ces crimes. Ils espèrent notamment susciter une réaction, voire une intervention de la part des Alliés. À partir du début de l'année 1943, les Arbeitsjuden ne nourrissent plus d'illusions. C'est probablement la raison pour laquelle la dernière équipe de Chelmno a décidé de laisser un document que les historiens ont nommé par la suite le Testament des derniers prisonniers juifs de Chelmno. C'est un texte écrit par Israël Ziedelman dans l'attente de la liquidation imminente du camp. Il porte la date du 9 janvier 1945, c'est-à-dire c'est 8 jours avant la liquidation de Chelmno. Israël Ziedelman voulait à l'origine écrire le message de chacun des 47 détenus juifs. Ensuite, il voulait également écrire une chronique du camp, à l'instar des chroniqueurs de Birkenau. Finalement, il a dû se limiter à évoquer brièvement quelques exemples de crimes vécus à Chelmno, tout en écrivant le nom des SS et des policiers affectés à ce site. Au final, les Arbeitsjuden abandonnent également les tentatives de fuite au profit de l'idée d'une révolte. Les tentatives de fuite avaient d'ailleurs peu de succès, et dans tout le cas, elles se concluaient par l'assassinat d'une partie des Arbeitsjuden restés dans le camp.
L'idée de révolte se concrétise plus précisément à partir du moment où les Arbeitsjuden comprennent qu'un acte de résistance spontané n'a pas de chance de réussite. Les prisonniers commencent donc à envisager d'organiser un acte plus réfléchi. Plusieurs projets de révolte voient le jour. Nous connaissons seulement ceux qui ont été élaborés par les derniers comités de révolte à Sobibor et à Treblinka. Mais les prisonniers, ils mentionnent d'autres projets précédents qui avaient avorté. Il est important de noter qu'on peut trouver des traces sur les révoltes et la résistance juive parce que le SS Sonderkommando a choisi à un stade avancé de la politique génocidaire de former des équipes de commandos spéciaux stables. Donc, au début, l'espérance de vie d'un membre de ce groupe était très